Pour l'instant, on va venir à quelque chose de très important. Le générique de Caroline, c'est parti. Apaiser nos relations, on en a bien besoin quelquefois dans les périodes difficiles. Alors, aujourd'hui, Caroline, on va parler du harcèlement moral au travail. Quelle est la meilleure définition du harcèlement moral? Alors, il y a deux codes différents qui définissent le harcèlement moral au travail, le code du travail et le code pénal. Dans l'ensemble, il s'agit de quoi? Il s'agit d'agissements répétés. Répéter, c'est important parce que c'est le fait de toujours agir au même endroit qui est le plus destructeur. Agissements répétés qui entraînent quoi? Une dégradation des conditions de travail qui peuvent aboutir à une atteinte à ses droits et à sa dignité, à sa santé physique ou mentale, ou à son évolution professionnelle. Alors concrètement, c'est quoi? Des insultes régulières, des messages téléphoniques intempestifs, des réflexions déplacées vis-à-vis de son genre, des menaces de licenciement ou des retraits de mission. Oui. Et donc, et la victime qui est en général, c'est le salarié dans l'entreprise? Oui, ça peut être le salarié, mais pas toujours. J'ai vu des cas où des cadres dirigeants ont voulu carrément voler l'entreprise au patron au moment de son départ à la retraite, et on en parlera en deuxième partie d'émission. Oui. Alors, pourquoi, selon vous, les entreprises ont du mal à orienter les litiges internes vers un médiateur? Parce que, il faut le dire, Maître Caroline a dit que c'est les médiatrices, et la médiatrice, c'est quelqu'un qui intervient avant le tribunal. Oui, oui. Alors, tout à pourquoi fait. Les entreprises ont du mal avec ça? Les entreprises ont du mal avec des aveux de faiblesse. Par définition, c'est normal. Elles veulent se montrer puissantes, organisées, contrôler leurs affaires. C'est important. Donc, c'est un aveu de faiblesse de dire, bon, en interne, je ne peux pas gérer un problème, je fais appel à un tiers. Or, l'avantage de la médiation, c'est qu'on protège la confidentialité, le secret des difficultés de l'entreprise. Et ça permet d'éviter à des salariés de souffrir en silence, parfois pendant des mois, des années, parce qu'ils ont peur de perdre leurs emplois et ils ont peur d'être les empêcheurs de tourner en rond et de faire des difficultés vis-à-vis de leur hiérarchie. Et ça veut dire que les conséquences peuvent être graves? Mais oui, les conséquences sont très très graves parce que les conditions de la souffrance humaine sont réunies. Ces conditions, je commence à en parler depuis quelques semaines maintenant avec toi, Danick. Oui. Ce sont la dépendance dans toutes ses formes économiques ou affectives, mais là on est clairement dans une situation de dépendance économique, et la confidentialité, le secret. Dans beaucoup de contrats de travail, il y a des clauses de confidentialité. Donc les deux ingrédients sont réunis pour que beaucoup de souffrances s'installent en silence dans ce que j'appelle ces angles morts juridiques, qui sont ces espaces de secret. Alors, comment agir en prévention d'une situation de harcèlement? Comment éviter ça? Le salarié en souffrance a deux solutions, et il n'en a pas beaucoup. Il peut alerter la médecine du travail. Ce sera une initiative de poids si jamais le dossier part au conseil de prud'homme. Oui. Mais avant cela, il peut aussi en parler à sa hiérarchie si un climat de confiance est installé en amont, pour demander une médiation. Et la médiation, c'est finalement un argument ou un outil plutôt très protecteur pour l'entreprise. Je vais l'expliquer plus tard et ça peut être parfois vital dans un contentieux prud'homal. Mais alors, comment on peut encourager un chef d'entreprise à utiliser un médiateur ou une médiatrice? Parce qu'on se rend compte qu'il y a quelques petits blocages. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois que j'ai réussi à convaincre une entreprise d'entrer en médiation, l'argument le plus important, c'est de sensibiliser les patrons sur le fait qu'ils ont une obligation de sécurité, de résultat, de santé psychique de leurs employés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de fermer les yeux, aujourd'hui, juridiquement, sur la souffrance d'un salarié. Oui. Et proposer une médiation à un salarié qui exprime une souffrance à sa hiérarchie, par courrier ou lors d'un rendez-vous un peu solennel. Proposer la médiation, c'est apporter une réponse rationnelle, mesurée, adaptée,
qui va permettre après à l'employeur de prouver qu'il a pris en considération la souffrance de cette personne et qu'il n'a pas fermé les yeux. Voilà. Et quelquefois, ça va jusqu'au prud'homme. Et oui, le harcèlement moral peut être une cause de nullité d'un licenciement devant le Conseil des prud'hommes, alors que l'obligation de sécurité de résultat permet aux salariés d'avoir des dommages et intérêts sans forcément aller jusqu'à la nullité du licenciement. Mais là, ça devient un peu plus technique. Oui. Et il y a des fondements juridiques qui ont les mêmes conséquences? Ben justement, voilà, c'est ce que je venais de t'expliquer. Oui. La nullité du licenciement ne peut être obtenue que en cas de harcèlement moral. Oui. Sauf que le harcèlement moral est une notion à la fois pénale et à la fois dans le Code du travail. Fonder son action sur l'obligation de sécurité de résultat, finalement, c'est plus facile à obtenir gain de cause devant les conseils de prud'homme. Pourquoi? Parce que les conseillers prud'homaux, sinon, vont être tentés de dire « tant que le juge pénal n'a pas tranché, moi, je n'ai pas la preuve du harcèlement moral ». Donc le salarié risque de se voir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral uniquement parce que le conseil de prud'homme soit n'aura pas, le juge pénal, soit n'aura pas condamné sur le fondement du harcèlement moral. Donc comme il n'y aura pas de condamnation pénale, il n'y aura pas d'infraction, soit il aura carrément pas pris position du tout parce que les conseillers prud'homaux ont le droit aujourd'hui de prendre position sur l'affaire prud'homale avant que le juge pénal se soit prononcé sur le bien fondé du harcèlement moral. Alors, d'après ce que je sais, parce que j'ai eu des exemples aussi que j'ai connus, la voie pénale, quelquefois, elle est très longue. Elle est d'autant plus longue et pénalisante aujourd'hui que, comme je viens de te le dire, les conseillers prud'homaux ne sont pas obligés de suspendre l'action devant eux le temps que le juge pénal fasse son enquête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur un plan institutionnel, on ne peut plus se décharger sur les enquêteurs des commissariats pour se rapporter la preuve d'une souffrance au travail. Il faut la rapporter soi-même tout de suite devant le conseiller prud'homal. Et du coup, la voie pénale peut être plus handicapante qu'autre chose, alors que l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, si l'employeur a fermé les yeux sur la souffrance de son salarié pendant son contrat de travail, permet d'allouer des dommages et intérêts de manière presque automatique puisque c'est une obligation de sécurité de résultat. Et donc la charge de la preuve du contraire incombe à l'employeur. Dans l'ouvrage qu'on connaît, l'ordre d'appel, il y a le cas de Bernard qui a été traité et il fallait restaurer la vérité, quoi qu'il en coûte, c'est un petit peu ça, la ligne. Ouais, alors... Le cas de Bernard, c'était typiquement le cas d'un employeur qui était fatigué, qui avait une belle entreprise alors dans l'exemple du livre, j'ai été obligée un petit peu de travestir la réalité, de fabrication de microscopes. Bon, en fait, c'était quelqu'un qui fabriquait des logiciels informatiques hyper sophistiqués. Bon, là, c'était des microscopes. Peu importe. Toujours est-il que tous ces cadres, directeurs techniques, directeurs financiers, ont décidé de lui voler l'entreprise, son savoir-faire, tous ses outils informatiques, ont décidé de lui voler l'entreprise en montant tout un stratagème avec des faux concertés, calculés pour faire valoir un harcèlement moral au travail et ainsi faire baisser la valeur de l'entreprise, le pousser à partir plus tôt que prévu et capter l'outil finalement sans avoir à payer la cession de parts. Oui. Non, il y a quand même une problématique qui se pose dans le cas du harcèlement, c'est les preuves. Comment on fait pour réunir ces preuves et est-ce que ces preuves-là, parce que quelquefois on a l'impression ça peut être exagéré, ça peut être des faux témoignages, alors comment faire la différence? C'est tout le problème de juger une affaire prud'homale. Et même en appel, les magistrats professionnels sont confrontés à ces difficultés. J'appelle ça la fiction probatoire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est magistrat et qu'on a dans les mains un dossier dans lequel des témoins ont fait des mises en scène et se rapportent des preuves à eux-mêmes, des fausses déclarations de violence morale aux gendarmes et aux médecins? C'est impossible à vérifier. Des manœuvres pour faire baisser le chiffre d'affaires en faisant fuir les clients les plus importants, le temps de le découvrir, le mal est fait.
ou les meilleurs techniciens de l'entreprise pour éviter que le chiffre n'augmente de manière trop importante pour pouvoir récupérer le bien. Voilà, tout ça, c'est des méthodes et des manœuvres que le droit est bien impuissant à maîtriser et qui fait tout le pouvoir d'une action en justice. Et justement, le juge est obligé de suivre toutes ces pièces qui lui sont fournies. Malheureusement, il n'a que ça comme matière pour essayer d'évaluer la vérité. Oui. Et donc, il n'a pas le choix, oui, lui. Donc, malheureusement, il y aura des erreurs judiciaires. Qu'est-ce qu'on appelle la fiction probatoire? Cette fiction probatoire, c'est le décalage entre la véritable histoire, celle qu'on vit chez soi, dans le secret de l'entreprise ou des quatre murs à la maison, et ce qui sera présenté au juge dans un dossier papier administratif. Il y a un monde entre la version administrative de l'histoire d'un homme au travail ou ailleurs, et la réalité de ce qu'il ressent et de ce qu'il traverse au quotidien. Alors avant de terminer, j'aimerais bien faire la différence entre ce qu'on appelle une relation toxique et un profil pervers. Alors, le profil pervers, c'est le plus dangereux. C'est celui qui va dénier toute altérité. Le profil pervers, en fait, se comporte comme si vous n'existiez pas. Il n'a aucune empathie. Vous êtes un problème dans sa chaussure. Il est juste là pour capter vos ressources et rien donner, et en tout cas faire en sorte que vous ne vous développiez pas à son contact. Donc on comprend bien qu'au quotidien dans une entreprise, c'est très difficile à supporter et ça peut user au point de démissionner. Le profil toxique du triangle dramatique de Karpman, lui, est beaucoup moins dangereux et beaucoup plus gérable, et c'est sur ça qu'on peut travailler en médiation. Dès lors qu'on a écarté l'hypothèse de la relation perverse, on peut se concentrer sur l'analyse d'un triangle dramatique, et là, pour le coup, en redonnant de la confiance à quelqu'un qui se sent agressé au sein du service, on peut remettre un petit peu de rationalité dans les échanges à travers la médiation. Oui. Et là, tout est jouable. On peut sauver le poste, on peut maintenir la personne dans son poste, alors que face à un profil pervers, malheureusement, il faudra peut-être chercher du travail ailleurs. Alors, j'ai envie de revenir quand même rapidement, avant de conclure, sur le rôle du médiateur ou de la médiatrice. C'est le stade avant le procès. Il faut bien expliquer ça aux gens qui comprennent que plutôt que d'aller au tribunal directement, on peut passer par la médiation. Oui, la médiation, c'est le remède à la fiction probatoire. Oui. La médiation, on se fie à la parole des gens, on peut exprimer des émotions qui ne se traduiront pas dans la version administrative du dossier qui va aller devant le juge. Donc se donner la chance d'une médiation en amont, c'est finalement se rapprocher de la vérité, de la réalité, et apporter des solutions qui vont respecter le système de l'entreprise globalement, et pas l'application stricte et rigide d'une règle de droit pas toujours satisfaisante. Alors l'autre question subsidiaire, c'est la médiation concerne l'employé ou l'employeur, ou les deux à la fois? La médiation, elle est financée par l'employeur, proposée par l'employeur, mais on n'est pas obligé de l'intégrer tout de suite dans le processus. Oui. On va essayer de convoquer en entretien préalable les personnes concernées par le conflit direct. S'il y a un impact systémique dans l'entreprise ou un donneur d'ordre ou un fantôme, j'appelle ça un fantôme de la relation, qui joue un rôle toxique qu'on ne peut pas traiter dans le tête-à-tête, mais qui peut venir en plus, on va se voir plusieurs fois le temps de traiter tous les angles du problème avec tous les intervenants et tous les décisionnaires. D'accord. Dernière question aussi importante, comment on peut sortir du rapport dominant-dominé? Et là, c'est au point de vue personnel, mais ça va même plus loin. Politiquement, dans le cas de la Guadeloupe, il y a un rapport dominant-dominé aussi. Et oui, la Guadeloupe est particulièrement concernée par les échanges un peu durs parfois. Oui. Je vous invite à me rejoindre ce soir à la Librairie Générale. Je fais une conférence qui va expliquer tous les outils que j'utilise pendant les médiations pour vous permettre d'être autonome dans la gestion de ce rapport dominant-dominé, pour pouvoir rester en relation, vous affirmer, sans tomber dans ces pièges. Il y aura le triangle dramatique de Karpman,
le soleil narcissique que je schématise de manière dynamique, justement pour éviter les dangers des relations perverses. Et le ventre du bonhomme, c'est identifier ses besoins. Mais donc, j'en parlerai ce soir à la Librairie Générale avec les schémas sous les yeux et plus tard dans tes émissions. À 18h. À 18h jusqu'à 20h. Merci, Maître Alix.